je n'ai aucun lien d'intérêt en rapport avec cette présentation. Je ne vais pas revenir sur la physiopathologie, c'est juste pour vous dire que vous l'avez remarqué, il y a la douleur dans la physiopathologie, on le voit depuis tout à l'heure. C'est un symptôme, c'est très désagréable, il va donc falloir le soulager. Mais en fait, ce n'est pas qu'un symptôme, c'est aussi une cause qui va pouvoir entraîner des aggravations secondaires des malades, de l'hypoxémie, de l'hypoventilation, du coup l'aggravation, la non-réaération des contusions, un facteur de risque d'infection, et in fine, un pronostic pas très favorable pour ces malades. Donc c'est toujours intéressant de soulager la douleur, mais là encore plus, puisque ça va un peu conditionner le pronostic. Et on disait tout à l'heure, quelle est l'alternative à la VNI? Je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas l'intubation. Finalement, ce n'est pas une alternative, mais il faut toujours le faire. Peut-être que c'est rien à partir du moment où on a fait une analgésie la plus efficace possible. Cette douleur, elle est liée à des causes directes. Je ne reviendrai pas sur tout ce que vous a expliqué Benjamin. Et aussi à des causes indirectes, parce que du fait de l'inflammation systémique que connaissent ces malades assez rapidement, surtout s'ils sont polytraumatisés et pas que du thorax, vous avez un abaissement du seuil nociceptif et des douleurs viscérales et des douleurs projetées qui peuvent se surajouter à, entre guillemets, une bête fracture de côte. Alors je vais décliner le topo en deux parties. D'abord l'analgésie systémique et puis l'analgésie loco-régionale. Et pour commencer, on va commencer avec l'analgésie non opioïde et les paliers 1. Le premier, celui qu'on utilise tous parce qu'il a un très bon rapport efficacité-tolérance, c'est le paracétamol. En contexte traumatique, il n'y a pas énormément de données. On sait qu'il y a un effet d'épargne morphinique. En tout cas, son profil de sécurité est très favorable. Il y a une méta-analyse qui s'est quand même intéressée à ça et qui montrait que globalement, quand on avait du paracétamol versus du placebo, on avait tendance à avoir des EVA qui étaient quand même supérieurs dans le groupe placebo que dans le groupe paracétamol. C'est ce qu'on retrouvait un petit peu ici. Il n'y a pas un effet en termes de gain analgésique monstrueux, mais il existe. Et comme c'est un médicament qui est plutôt bien toléré, qu'on a quand même beaucoup l'habitude d'utiliser, on va dire que c'est le premier médicament qu'on va, hors contre-indication, foie explosé, insuffisance hépatocellulaire grave, donner à nos patients. Si on monte un petit peu, on va se poser la question des AINS, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. À nouveau, il n'y a pas de données très spécifiques au contexte du trauma thoracique, mais par contre, il y a beaucoup de données dans le contexte de la chirurgie thoracique, et notamment après thoracotomie. Je vous montre une des premières études qui est du groupe de Célic, qui, quand on testait le rofecoxib à l'époque versus un placebo, on montrait qu'on avait, pendant les 24 premières heures, c'était une prise en préopératoire, une diminution de la consommation de morphine pendant les 24 premières heures, une diminution des scores de VA au repos et une diminution des scores de VA à la toux. Donc ce sont des médicaments qui sont efficaces. Ils sont efficaces quand on les donne tout seul, ils sont aussi efficaces quand on les combine avec de l'ALR. Ici, un travail qui regardait donc l'efficacité du celecoxib alors qu'on mettait en place une péridurale thoracique. Et donc le celecoxib en bleu versus le placebo, c'est des petits effectifs, hein, mais globalement, vous voyez que les scores de VA au repos, à la toux ou à la mobilisation sont systématiquement plus bas dans le groupe bleu. Donc un effet du celecoxib en plus de l'effet de la péridurale et avec un profil de tolérance qui était plutôt très rassurant, aucune différence sur de l'insuffisance rénale, sur des critères cardiaques par rapport au placebo. Et puis on a la même chose, non pas avec la péridurale thoracique, mais avec le bloc paravertébral, où on voit que le groupe avec le parécoxib, donc là attention c'est le P, c'est pas le placebo, versus le groupe contrôle, et bien c'est à nouveau des EVA plus basses, et que ce soit au repos ou lors de la toux, une consommation de sufentanil en rescue plus bas, donc globalement aussi un effet d'épargne morphinique et d'amélioration des scores de VA quand on le combine au bloc paravertébral. Donc hors contre-indication, on rajoute au paracétamol des AINS. La kétamine. Alors la kétamine, on s'est posé la question parce que en fait, on vient d'une littérature qui est aussi relativement abondante, et je vous montre celle-ci parce qu'elle est quand même plutôt bien faite après chirurgie thoracique, qui comparait en post-opératoire une PCA de morphine versus une PCA de morphine qui contenait aussi de la kétamine, 1 mg/ml de chaque, du paracétamol, et par contre, pour essayer d'avoir le design le plus pur, on n'utilisait pas d'autres coanalgésiques sauf en secours. Et cette étude avait été une des premières bien conduites en randomisée, à montrer que quand on utilisait de la kétamine chez les patients au bloc opératoire de chirurgie thoracique programmée, on diminuait les consommations de morphine et en plus on diminuait les hypoxémies le temps passé avec une saturation inférieure à 95%. Donc c'était quelque chose de positif. Et aujourd'hui, la pratique est quand même régulièrement au bloc opératoire de chirurgie thoracique d'utiliser la kétamine pour l'analgésie post-opératoire. Mais ça ne veut pas dire que c'est totalement transposable au contexte du trauma. On commence avec des petites études sur des petits effectifs et des petits designs, mais globalement qui montrent qu'il n'y a pas
un gain non plus monstrueux. Dans cette étude-là, qui était une étude cas contrôle avec 15 patients qui recevaient de la kétamine, à parier sur 15 patients qui ne recevaient pas, on gagnait un petit peu en termes de VA, mais enfin, vous voyez que c'est globalement de l'ordre de 1 à 1,5 points. Et on gagnait en termes de consommation de morphine, mais vous voyez que c'était de l'ordre de 1 mg/h. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de transcendant. Et puis, il y a des données contradictoires. Celle-ci, c'est une étude rétrospective sur un petit peu plus de patients avec un score AIS thorax supérieur ou égal à 2, donc des traumatisés un petit peu plus sévères. Vous voyez qu'il y avait quand même au moins 3 fractures de côte chez 66% des malades, donc quelque chose avec des traumas un petit peu plus costauds. Et quand on regardait de façon rétrospective les scores de VA chez ces patients en fonction de ce qu'ils avaient reçu comme traitement, il y avait 2 informations. C'est le schéma à droite. Le premier, et ça c'est intéressant à garder en tête, c'est que le pic de douleur, il n'est pas au premier jour, il est à J2, J3. C'est là que les scores de VA sont les plus forts. Donc attention, ce n'est pas parce que vous les soulagez pendant les 24 premières heures que la partie est gagnée. Et puis quand on comparait ceux qui avaient eu une PCA morphine ici ou une PCA morphine plus kétamine, eh ben, on avait quand même l'impression que c'était plutôt moins bien dans le groupe qui recevait la kétamine en plus de la PCA. Vous voyez des scores de douleur significativement plus hauts. Et puis on finit avec un groupe qui a fait ce qui va donner un peu le juge de paix, les études randomisées contrôlées. Donc ici, c'est l'utilisation de kétamine en continu à 2,5 microgrammes kilo minute dans une population assez sévère. Et vous voyez, c'est en bas qu'il n'y a aucune différence ni sur le score de douleur dans les 12-24 heures, 24-48 heures, ni sur la consommation en équivalent oraux de morphine 24 et 48 heures. Aucune différence significative à l'ajout de kétamine. Ils ont fait un petit peu d'analyse en sous-groupe. Et la seule chose qui, un peu de façon exploratoire, pourrait être bénéfique, c'est de se dire que chez les patients les plus sévères, avec un score ISS supérieur à 15, à ce moment-là, il y a un gain potentiel à la kétamine en termes de consommation de morphine. Il n'y a aucune différence en bas sur des critères un petit peu plus durs de durée de séjour, de recours à l'intubation, des péridurales thoraciques de secours, etc., etc. Le même groupe a fait le même travail dans une population, ça répond peut-être d'ailleurs à la question de notre collègue urgentiste, de patients âgés. Donc c'était défini par plus de 65 ans. Et à nouveau, c'est en bas, aucune différence significative avec l'utilisation de la kétamine en tout venant. Et la même analyse en sous-groupe, avec un effet qui est là limité aux 24 premières heures et qui en plus est moindre en termes d'importance de l'effet de consommation de morphine. Donc il ne faut pas en attendre non plus des merveilles de la kétamine, clairement pas chez tous les malades, peut-être chez les plus sévères ou ceux chez qui on ne pourrait pas ou on serait en échec avec les autres médicaments et les autres techniques. En un mot, avant de passer à la LR, la dexméthomidine. Donc déjà, on regardait ça. Là, c'est une étude rétrospective, mais avec analyse en propension. Globalement, on voit qu'il n'y a aucune différence significative sur la consommation de morphine et les scores de douleur ou les scores de douleur moyens ou maximum. Donc ça ne fonctionne pas pour améliorer la douleur des malades et ça ne fonctionne pas derrière pour améliorer des critères comme la pneumonie, la durée de séjour, la survenue de complications pulmonaires. Il y a une étude qui utilise la dexméthomidine en pilote, c'est une étude pilote sur vraiment un petit nombre de malades, en crossover. Là, le seul intérêt que montre cette étude, c'est que peut-être par contre, chez les patients agités, donc qui ont les scores de RAS les plus élevés, là, l'utilisation de dexméthomidine pourrait permettre d'allonger, vous voyez ici dexméthomidine versus placebo, ça permet d'avoir des temps et des séances de VNI plus longues que quand on n'utilise pas la dexméthomidine. Donc ça veut peut-être dire que chez ces patients un peu agités qui ont du mal à garder le masque, on pourrait l'utiliser, mais en tout cas, vous avez vu, ça n'améliore pas la douleur. Et puis pour finir définitivement, ça c'est juste pour ne plus l'utiliser si jamais vous l'utilisiez encore, la gabapatine qui a pu être proposée et à la fois en chirurgie programmée et dans ces contextes traumatiques, notamment pour essayer de prévenir les douleurs un petit peu chronicisées qui s'installent à partir de la première semaine et au-delà. On sait maintenant, ça c'est une méta-analyse qui a été faite avec, pas une méta-analyse, une étude rétrospective mais avec ajustement par propension sur plus de 70 000 malades, que quand on utilise la gabapentine, on augmente les complications pulmonaires post-opératoires, on augmente le recours à la ventilation non invasive et on augmente le recours à la ventilation invasive. Donc il ne faut pas utiliser le Neurontin et ses cousins. En opioïdes, il n'y a pas grand-chose. On sait que globalement, il faut aller au palier 3 d'emblée et privilégier l'APCA pour l'administration parce que la douleur est dynamique. Le patient ne va pas avoir le même score de douleur s'il est en train de faire un effort ou une séance de kiné, si on lui branche le masque de VNI ou s'il est en train de dormir, d'où l'intérêt de la PCA. Et probablement utiliser la morphine en première intention. Il n'y a pas d'argument pour dire que l'oxycodone ou je ne sais quoi est meilleur. C'est également, et ça c'était une étude qui a fait une revue un peu sur les différents opioïdes, c'est dans tous les pays européens moins cher que les autres. Et puis on peut éventuellement, si par contre ça ne marche pas, penser à faire une rotation des opioïdes, comme dans d'autres contextes. L'ALR. Alors l'ALR, il y a plein de blocs, et on pourrait faire des heures entières dessus. Globalement, on peut partir des blocs les plus centraux, comme la péridurale thoracique,
Les blocs que sont le bloc paravertébral et le bloc des érecteurs du rachis qui sont juste en latéraux rachidiens, et puis des blocs qui sont latéraux puis antérieurs. Globalement, ils vont avoir une efficacité décroissante du plus central au plus périphérique. Ça ne veut pas dire, et je vous proposerai un algorithme en conclusion, que ceux-là sont inutiles, mais globalement, ils vont être utiles pour des lésions qui vont être plutôt latérales et antérieures, parce que vous voyez l'innervation, et globalement, dès que ça sort de la moelle et de la racine, ça commence à se diviser en un rameau postérieur, un rameau antérieur, qui va en plus donner des afférences intercostales tout au long. Et donc forcément, si vous faites un bloc ici, vous n'aurez pas les afférences latérales, vous n'aurez pas les afférences postérieures, et donc vous serez beaucoup moins efficace en termes d'analgésique si vous faites une péridurale ou un bloc paravertébral ou un bloc des érecteurs du rachis. On va le balayer rapidement. La péridurale thoracique, c'est pareil, ça c'est des vieilles études, elles sont plus refaites parce qu'il n'y a plus besoin de le montrer. Globalement, c'est des études de petit effectif, mais ça marche pour diminuer les scores de VA, ça marche pour redonner un petit peu de volume courant, ça marche pour redonner un petit peu de VEMS, ça marche pour, de l'autre côté, diminuer les complications nosocomiales. Vous voyez, ça réduit par 6 le risque de pneumonie nosocomiale et ça divise par 2 le nombre de jours de ventilation. Donc ça continue à être, on va dire, un gold standard, même si c'est quelque chose quand même d'éventuellement un petit peu plus difficile à installer, mais ça reste la référence, notamment en cas de traumatisme thoracique bilatéral, parce que là, ça va avoir l'intérêt avec une seule ponction et un seul cathéter de fonctionner sur les deux côtés, ou alors sur les traumas unilatéraux avec plus de 6 côtes cassées, parce que ça va vous permettre d'avoir une extension que n'auront pas les autres blocs. Il faut savoir quand même qu'il y a des échecs, et même dans les séries où les gens sont plutôt experts dans des centres de chirurgie thoracique, ce qui est rapporté, c'est entre 13 et 40% d'échecs. Il faut aussi connaître un petit peu, je n'ai pas le temps de tout balayer, mais un petit peu les niveaux que vous voulez obtenir. Et nous, là, on est plutôt ici avec une péridurale. Il va falloir monter avec un niveau maximal sensitif T1, donc une insertion probablement entre T6 et T7. Sachez que l'effet analgésique va dépendre principalement de la dose en milligrammes de l'anesthésique locale et peu de sa concentration ou du volume que vous utilisez. Ça, c'est une idée peut-être un petit peu reçue, mais globalement, ce qui compte, c'est à la fin le nombre de milligrammes qui est mis dans la péridurale. Si on s'intéresse à quelle anesthésique locale, globalement, il n'y a pas de franche différence. On utilise plutôt maintenant des dérivés L, énantiomère L, parce qu'il y a un peu moins de toxicité cardiaque, donc ça sera soit la lévobupivacaïne, soit la ropivacaïne. Et quand vous tenez compte des différences de puissance, et donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer milligramme à milligramme, mais appliquer le facteur correctif, quand vous faites ça dans les études, il n'y a pas de différence d'efficacité entre de la lévobupi et de la ropi. Enfin, vous pouvez ajouter dedans un morphinique, mais attention, si vous n'en utilisez pas en systémique sur une PCA en plus, et on propose d'utiliser le sufentanil qui a un peu moins d'effet dépresseur respiratoire sur le long terme que la morphine, mais des équipes utilisent quand même aussi la morphine. Si vous l'utilisez, essayez de la programmer en mode PCEA, de la même façon que la PCA, c'est une douleur dynamique, avec donc des débits continus et des bolus. Il y a plein de protocoles. Moi, je vous ai mis ici celui que j'utilise moi, mais c'est tout à fait soumis à discussion. Le bloc paravertébral, on va être ici, on va sortir de la moelle, on est quand même toujours axial. Alors si vous voulez voir comment on le fait, je vous encourage à aller voir la belle vidéo qui a été faite par le groupe d'anesthésie et réanimation de l'hôpital privé Quincy en Ile-de-France. Globalement ici, on va se mettre en coupe parasagittale médiane pour pouvoir repérer ici la 5e, la 6e côte. Et puis on va tourner à ce moment-là la sonde à 90 degrés pour voir apparaître l'apophyse transverse de la vertèbre, la plèvre ici, et le ligament costo-transverse. Et l'espace dans lequel vous devez injecter votre anesthésique locale, c'est ce triangle ici, délimité par la plèvre en profond, le ligament costo-transverse et le cône d'ombre de l'apophyse transverse, avec donc ce petit risque, si on n'est pas expérimenté, d'aller traverser la plèvre. Globalement, si le patient est déjà drainé, c'est un moindre mal, mais il faut savoir que c'est une complication qui existe. Alors ça fonctionne. Ici, les méta-analyses, vous allez me dire, elles sont sur le 1, mais c'est des méta-analyses qui comparent la péridurale thoracique et le bloc paravertébral, pour donc montrer que ça marche aussi bien. Et alors que ça a moins d'effets secondaires, notamment les effets liés aux nausées-vomissements, au risque d'hypotension, aux rétentions aiguës d'urine. Il y a des taux d'échec qui sont aussi existants, mais qui ont l'air même inférieurs à ceux de la péridurale. Et donc, ça reste la référence en première intention en cas de traumatisme du thorax unilatéral, avec moins de 6 côtes cassées, pour peu qu'on voit bien qu'on ne soit pas gêné par l'emphysème sous-cutané, parce que sinon on risque d'aller faire des grosses bêtises. Et a fortiori, s'il y a un drain thoracique qui est déjà en place, parce que là, c'est un peu moins grave si on ponctionne la plèvre, parce qu'on va trop loin. Les blocs érecteurs du rachis, alors eux, ils sont non pas dans ce triangle bleu-là, mais ils sont derrière ici. Alors ça, c'est un bloc, j'ai pas le temps de détailler, mais c'est un bloc qui est assez bizarre, parce qu'en fait, on ne sait toujours pas bien comment ça marche. Il y a des gens qui vous expliquent que en fait, vous allez bourrer ici, derrière le muscle érecteur du rachis d'anesthésiques locaux, et que ça va finir par faire une diffusion en avant, parce que les ligaments costo-transverses ne sont pas étanches, et donc finalement faire comme une espèce de pompe qui va diffuser des anesthésiques locaux en paravertébral, et c'est comme ça que ça marche.
c'est très débattu. D'autres qui disent que ça va surtout bloquer le rameau postérieur et que c'est pour ça qu'il y a des échecs d'analgésie antérieure si vous avez des fractures de l'arc antérieur. Globalement, c'est beaucoup plus facile à faire puisque là, on met l'échographe vraiment juste ici pour repérer l'apophyse transverse et on va injecter sous le muscle érecteur du rachis ici un gros volume. Là, il faut vraiment des volumes beaucoup plus gros d'anesthésiques locaux pour avoir un effet. Néanmoins, quand on compare à ce qui existe et donc aux références que sont la péridurale et le bloc paravertébral, c'est des blocs plus récents, donc il y a moins de données. C'est surtout des études rétrospectives, de petits effectifs, des case reports. Donc c'est quand même pas encore totalement convaincant. On sait que ça réduit les douleurs versus rien. Il n'y a aucune étude comparative par rapport à la péri. Et il y a 2 études, dont une randomisée sur 60 patients, qui dit que ça fait globalement comme le bloc paravertébral. Donc pourquoi pas. C'est proposé en première intention, en cas de trauma thoracique unilatéral toujours, surtout si vous avez du mal à voir l'espace paravertébral, si vous n'êtes pas très expérimenté pour le bloc paravertébral et que vous avez peur de faire un pneumo, ou si vous avez un petit début de pneumo mais qui n'est pas drainé et que vous ne voulez pas l'aggraver. L'avant-dernier, le bloc du serratus. Donc là, on est beaucoup plus latéral. C'est un bloc qui est plus facile à apprendre. C'est un bloc où il y a beaucoup moins de risques de pneumothorax. Mais comme je vous l'ai dit déjà en termes d'anatomie, vous n'allez pas tout couvrir et notamment pas les douleurs postérieures. L'intérêt du muscle serratus, c'est que c'est un muscle qui est traversé par les nerfs intercostaux. Et donc, il y a 2 techniques. Soit une technique d'injection au-dessus du serratus. Alors là, vous êtes vraiment ici entre le grand dorsal et le serratus. Donc, vous êtes vraiment très loin de la plèvre qui est ici, avec donc vraiment aucun risque de faire un pneumothorax. Et puis il y a une technique en dessous du serratus où en gros on va venir avec l'aiguille se poser contre la côte et injecter ici pour décoller le serratus. Il y a aussi très peu de risque de pneumothorax, vous avez encore les intercostaux ici. Globalement elle marche pareil, parce que comme je vous l'ai dit, les nerfs traversent, donc que vous les chopiez au-dessus ou en dessous, vous allez bloquer vos afférences intercostales. L'intérêt c'est que le muscle serratus c'est un espace de diffusion, et donc par rapport à un bloc intercostal qui ne bloque qu'un métamère, avec un bloc du serratus, ça s'étend et vous allez pouvoir avec une seule injection bloquer plusieurs métamères, et c'est un bloc sur lequel, il faut un peu la technique, mais on peut aussi glisser un cathéter pour laisser les anesthésiques locaux un petit peu plus longtemps. Alors il y a aussi, c'est un bloc plus récent, il n'y a pas grand-chose. Il y a une étude randomisée contre la péri qui montre que c'est globalement moins bien, et il y a une étude randomisée contre l'érecteur spine block, le bloc érecteur du rachis, qui montre que c'est aussi globalement moins bien, mais on s'y attendait, c'est anatomique, je vous ai expliqué pourquoi. Ça veut dire que ce n'est pas le bloc de première intention, c'est celui qu'on proposera en première intention en cas de trauma thoracique unilatéral avec des fractures de l'arc latéral ou de l'arc antérieur, ou en seconde intention si on a une contre-indication à la péri et qu'on n'arrive pas à faire le paravertébral ou l'érecteur du rachis. Enfin pour finir, et c'est la dernière diapo avant la conclusion, sachez qu'il existe des blocs très antérieurs ici parasternaux. Ceux-là, ils peuvent avoir un intérêt, alors je vous montre rapidement comment ça se passe. Ici, il y a le sternum, le muscle grand pectoral, les muscles intercostaux, le muscle thoracique transverse et la plèvre. Et donc là, il y a plusieurs techniques. Il y en a 2. Il y en a une qui consiste à injecter entre le grand pectoral et les intercostaux. Et globalement, ça marche aussi bien que d'injecter en dessous, entre le muscle thoracique transverse et les intercostaux. Ça, c'est des compléments. C'est pour des patients qui garderaient des douleurs antérieures alors qu'ils ont par exemple un érecteur du rachis ou un paravertébral. Et donc on peut faire ça en complément, mais tout seul, clairement, ça ne suffit pas, sauf si votre bilan lésionnel, c'est une fracture du sternum tout seul. Donc je vous propose en conclusion un petit algorithme issu et adapté du travail de mon ancienne équipe parisienne ici, qui a été publié l'année dernière dans Minerva. On commence par une analgésie multimodale systémique, paracétamol, néphopam, on en a parlé, et AINS hors contre-indication, et PCA morphine. Si on a un trauma sévère ou que ça ne suffit pas et qu'on a du mal à avoir un recours à la LR, éventuellement discuter la kétamine. Et la dexméthométidine, c'est si vous êtes agité et que vous avez besoin de faire de la VNI. Ensuite, soit vous avez une atteinte unilatérale, pas de volet costal et un score de gravité. Je vous le rappelle, ici, ils avaient proposé d'utiliser le Trauma Thoracic Severity Score pas très élevé. Et peut-être qu'on peut commencer en faisant que ça. Néanmoins, si on est dans le sous-groupe de patients qui a un risque d'aggravation et de complications du fait d'une douleur mal contrôlée, de difficultés inspiratoires ou d'une toux pas productive, on peut peut-être déjà se dire, vu que c'est un bloc facile, peu risqué et qu'on apprend assez vite, qu'on peut y rajouter un bloc du serratus. Si vous avez des fractures costales unilatérales de l'arc latéral ou antérieur, eh ben à ce moment-là, commençons par faire un bloc du serratus. Encore une fois, c'est plus facile, c'est plus rapide, c'est peu morbide, il y a peu de complications, peu d'échecs et c'est efficace, encore une fois, pour le côté et le devant. Plus on va derrière avec des fractures postérieures ou un volet costal, plus il va falloir se rapprocher du bloc paravertébral ou des érecteurs du rachis. Érecteur du rachis, moi personnellement, je le mettrai en seconde intention. Si le bloc paravertébral vous semble difficile, si vous êtes peu expérimenté, si on ne le voit pas bien à l'écho, le petit triangle que je vous ai montré, et si, encore plus que la non-expérimentation, on est sans drain thoracique. Et enfin,
Là, si vous avez des atteintes bilatérales, plus de 6 étages, ou un score de sévérité très important, probablement que là, ça reste l'indication de la péridurale thoracique en première intention. Je vous remercie. Merci Marc, c'était passionnant. Moi j'ai appris plein de choses. Je pense que l'Assemblée aura plein de questions à te poser. Peut-être pour commencer, moi j'en ai une. Dans nos réanimations extra-universitaires et pas périphériques, comme j'ai pu me faire reprendre hier, on est des Myanmar, on n'a pas la même culture de la PCA, notamment sur ce que tu as évoqué rapidement, les débits continus, les bolus. Tu peux nous dire, même dans la morphine, sans parler de la PCA d'anesthésiques locaux, quelles sont les pratiques privilégiées ? Alors sur la PCA morphine, in fine, c'est pas très différent de ce qu'on ferait pour d'autres douleurs. Il faut se méfier, je pense, comme de la peste, du débit continu, parce que ça, c'est quand même le meilleur moyen pour entraîner de l'hypoventilation secondaire. Donc vous soulagez bien la douleur les 6 premières heures, vous dites c'est super, puis en fait vous êtes en train de surdoser votre malade, qui va de moins en moins vous appeler, mais de plus en plus hypoventiler et dépasser les objectifs. Donc en tout cas sur la PCA morphine, moi je vous ferai la préconisation de rester en bolus seul, ce qui est moins le cas si vous êtes en PCEA, donc Patient Control Epidural Analgesia, c'est-à-dire là la PCA de la péri, ou en PCPVA, c'est-à-dire en Patient Control Paravertebral Block Analgesia, où on peut aussi se mettre en ce mode-là, avec un débit continu et des bolus supplémentaires si le patient a mal, si le patient se lève, si le patient fait la kiné, si le patient tousse, etc. Au scanner. Donc, c'est exactement la question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Thibaut, étonnamment. Une question sur la kétamine. Du coup, comment ça se fait que les auteurs aient choisi de faire de la kétamine en continu finalement dans ces études ? Parce que au bloc, c'est plutôt des bolus qu'on fait. Et puis quand on en met dans la PCA, ça semblait logique, comme c'est de la douleur posturale, d'en faire au bon moment, ou quitte à faire un bolus par un médecin de kétamine au moment, par exemple, de faire de la VNI, on pourrait imaginer. Oui, tout à fait. Après, je ne suis pas sûr que sur ce médicament, une fois qu'il y a des médicaments, et notamment sur l'ALR, où on pourrait discuter de l'intérêt d'un débit continu versus un bolus. Notamment sur le bloc paravertébral en chirurgie thoracique, il y a des travaux qui regardent si donner les mêmes 20 ml en 20 ml par heure à débit continu ou toutes les heures 20 ml en bolus change les choses. Et on bascule dans peut-être les effets volume, les effets niveau, etc. Sur la kétamine, je suis moins sûr. La différence par rapport au bloc opératoire, c'est qu'au bloc opératoire, finalement, on sait quand on rentre, on sait combien de temps dure la chirurgie, et finalement, qu'on fasse un bolus pour couvrir ça, ça a un sens. On sait combien de temps, finalement, dure l'agression, dure les suites post-opératoires, ce qui est moins vrai avec le traumatisé du thorax. Et ça voudrait dire que pourquoi pas le faire en bolus, mais à ce moment-là, il faudrait le faire en bolus toutes les 4 ou 6 heures, quoi. Donc finalement, entre des bolus toutes les 4 ou 6 heures ou un débit continu, là, je ne sais pas si on tombe dans des choses très différentes. Il y a probablement des choses qui sont liées à la physiopathologie et la littérature, contrairement à la chirurgie thoracique programmée, c'est que dans le trauma, la kétamine, ça marche vraiment pas super. Je pense que clairement, alors on parlait du recrutement des docteurs, mais il faut se former, notamment si vous ne voulez pas vous lancer dans le paravertébral ou la péridurale thoracique, qui sont des choses où il faut un petit peu d'expertise, avec des risques de complications si on fait mal. Mais par exemple, le bloc de l'érecteur du rachis ou le bloc du serratus, voire la version un peu superficielle des blocs parasternaux, c'est pas très dur et c'est pas très morbide. Et on va dire que presque ce que vous risquez, c'est ça marche pas, quoi. Donc formez-vous à ça, et auquel cas, je pense que la discussion sur la kétamine n'a plus aucun intérêt. Et la lidocaïne IV, il y a de la data là-dessus ? Ouais. Je pensais que c'était trop long et ça l'était, je m'en excuse, donc j'ai caché la diapo, mais du coup, il y a un peu de données. Elle est où ? N'en profite pas pour repartir pour 10 minutes. Hein. Non, non, pas du tout. Elle est là. Voilà. Il y a une étude rétrospective sur à peu près 250 malades avec un score de propension qui montre que globalement, c'est vraiment pas l'Amérique. Et tous les experts rappellent que, et c'est le cadre en bas, qu'on ne doit pas l'utiliser en même temps qu'une technique d'ALR qu'utilisent d'autres médicaments. De la même façon que mettez pas de Sufinter dans votre péri s'il a déjà une PCA de morphine de complément. Donc comme j'essaye de vous convaincre qu'il faut, si ce n'est pas le cas, vous former à des techniques d'ALR plutôt simples et superficielles, globalement, moi je pense qu'il n'y a pas de place. Ou alors c'est vraiment dans une équipe qui a zéro accès à l'ALR, mais si on veut vraiment faire du bien à nos malades, venez apprendre à faire un serratus ou un bloc parasternal, voire un bloc érecteur du rachis. C'est des blocs très simples, sans risque de ponction de la plèvre. Ça sera quand même beaucoup mieux. Il faut venir apprendre à faire un serratus. Même moi, j'ai réussi à apprendre, donc franchement, c'est que vous pouvez. Hein. Bah oui.
Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et dans le délai aussi, parce que du coup, la question, moi j'ai exactement la même que Thibaut, c'est-à-dire que la nuit, on dérange l'anesthésiste de garde pour faire ce geste-là si on n'est pas soi-même anesthésiste au sein de la réanimation. Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre le lendemain matin ou est-ce que ces 6 heures-là qui sont passées? Alors, parce que ça, c'est une question qu'on se pose tout le temps. Il y a avec l'ALR, j'ai pas vu ces études-là, mais en tout cas sur l'analgie systémique, c'est montré que si vous attendez 48 heures, c'est moins bien. Et on le comprend bien avec la physiopathologie, parce que pendant ce temps-là, le malade est mal, pendant ce temps-là, il a hypoventilé, il a aggravé ses contusions pulmonaires, etc., etc. Donc ça a un intérêt à être le plus précoce possible. J'ai envie de dire, si dans les 6 heures suivant l'admission, vous n'avez pas réussi à le soulager efficacement au repos et à la mobilisation et à l'atout avec une technique d'analgie systémique, il faut passer sur ça. Encore une fois, venez vous y former. C'est pas une histoire de légal, pas légal, c'est juste qu'il faut savoir le faire et ne pas se lancer dedans. Mais tout à l'heure, on a assisté à un topo sur les corps, là, j'imagine que si ça vous plaît, même si vous avez bien compris qu'on en est trop préliminaire pour dire ça, vous n'allez pas demain vous lancer en n'ayant pas appris. C'est pareil, hein, c'est bien moins invasif de faire un bloc du serratus ou un bloc parasternal. Et donc on optimise l'analgésie multimodale sur plein. Moi j'ai une mini question, sauf s'il y a une dernière question, parce que là de toute façon on n'est plus dans les temps, hein, donc on peut peut-être en profiter. C'est pas que de ma faute. Non, plus de questions. Moi j'en ai une mini, Marc, ça paraît bête, mais c'est le paracétamol. Il paraît qu'il n'y a pas de questions bêtes. Le trauma thoracique, il peut être associé à un trauma hépatique par contiguïté, on est quand même pas loin. Est-ce qu'il y a des raisons de ne pas en faire d'emblée, même si on suspecterait un trauma hépatique associé? Je pense que d'emblée, non. Par contre, si vous vous rendez compte que le malade a un TP à 5%, oui. Je crois qu'il n'y a pas forcément de lien totalement direct entre le degré de contusion hépatique et les fonctions. Donc ça va vraiment être sur la fonction hépatique et non pas sur un chiffre d'azate, par exemple. Et là, ça devient compliqué parce que si on ne peut plus faire de paracétamol à cause de ça, on ne fait plus de péridurale non plus. C'est ça. Mais on peut faire du serratus, le paravertébral encore aussi. T'as des actions, hein. Non, pas du tout. Non. Alors, non, mais typiquement, probablement que si vous ne pouvez pas faire de péridurale, ce que j'avais dit, c'est l'indication du paravertébral en première intention dans le cas-là. Et effectivement, les troubles de la coagulation que peuvent avoir ces malades est une contre-indication à la péridurale, mais pas au paravertébral. Et si vous le sentez pas que c'est plus compliqué et que vous ne voulez pas faire de paravertébral, faites de l'érecteur du rachis. Et on parle bien de bloc et non pas de cathé périnerveux parce que la douleur, elle dure combien de On peut mettre un jours cathéter sur le paravertébral, c'est pas très compliqué par rapport au one shot. On peut aussi sur l'érecteur du rachis, c'est plus compliqué, il faut décoller le muscle érecteur du rachis et on peut sur le serratus. Et qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Nous, on demande quoi à notre anesthésiste de garde? Si on sait faire, c'est mieux de mettre un cathé parce que vous allez couvrir les 4, 5, 6 premiers jours post-trauma. Mais si, au milieu de la nuit, vous avez déjà juste appris en one-shot et que vous allez soulager pour 12 à 24 heures avec une injection d'anesthésiques locaux de longue durée d'action, c'est déjà pas mal et vous aurez à ce moment-là la journée pour rappeler l'anesthésiste qui va essayer de mettre un cathé. C'est un petit peu plus compliqué de mettre les cathéters. Je voulais dire rapidement, c'est des espaces de diffusion, que ce soit le serratus, le paravertébral ou l'érecteur du rachis, ce qui fait que quand vous allez injecter vos 20 ml si vous êtes en paravertébral ou 40 à 50 ml en érecteur du rachis, ça va très vite diffuser de haut en bas. Et donc en fait, les muscles ne vont pas rester décollés très longtemps, donc pour glisser le cathéter, c'est un peu galère. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à apprendre. Mais si déjà vous savez le faire en one shot, c'est bien. Merci beaucoup, Marc.